l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Libéré Tiraka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour l'ASM Clermont-Auvergne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'épisode 16 d'ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. Dans quelques instants, on va débattre autour de cette question. Ce match nul face à Toulouse est-il un coup d'arrêt pour l'ASM ? Pour en parler, on a réuni trois spécialistes, Valérie Lefort, Christophe Buron et Arnaud Clergue. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut à tous. Dans cette émission, on retrouvera également les tops et les flops et on terminera bien entendu ce podcast avec le traditionnel quiz. Domaine où Christophe Buron est plutôt impérial depuis le début de la saison. On va voir s'il confirme sa bonne forme. Est-ce que ça va être un coup d'arrêt aujourd'hui pour Christophe Buron? Je suis pas à l'abri. Je suis pas au mieux de ma forme. On saura ça dans quelques minutes. On va commencer ce podcast par les trois infos essentielles ou pas. Alors, une info tout d'abord qui est tombée la semaine dernière. Elle a été officialisée jeudi soir par le club de Grenoble. Le pilier droit de l'ASM, Mickaël Simitoga, s'est engagé pour 2 saisons avec le FCG. Oui, visiblement, il y a eu un petit retournement de situation avec ce garçon, parce que Bernard Gouta a déclaré il n'y a pas très longtemps à les colonnes de la montagne qu'il voulait le conserver, que c'était un garçon qui y croyait, qui voulait le faire progresser. Après, est-ce que ses performances contre les Roumains, notamment de Timisoara, n'ont pas arrangé ses affaires parce qu'il n'a pas été au-dessus de l'eau. Faut reconnaître que ce garçon a du mal quand même à franchir, ne serait-ce que le premier palier qui l'amènerait vers une voie un peu plus importante, vers une carrière réussie. Alors bon, est-ce que c'est ça ou pas? Je sais pas. Valérie disait qu'il y avait peut-être autre chose aussi, non, que sur Simitoga. Déjà, et puis il s'est fait un peu manger la laine sur le dos pour la 3e position derrière Slimani et Zirakashvili par le petit Falatea. Oui, en plus il y a la concurrence. Donc voilà, il y a la concurrence qui est venue se poser là-dessus, donc pour lui c'est un peu plus difficile. Hein. C'est peut-être lui aussi qui a demandé à avoir du temps de jeu et on lui a dit finalement non. Donc voilà, il y a eu un petit retournement, mais bon, il s'en va. Je pense que l'ASM voulait le garder, effectivement. Quand Azem a dit qu'il voulait le garder, je pense que c'était pas fin. Hein. Ça pouvait être utile aussi pour le club sur une saison par rapport à la Coupe du Monde l'année prochaine. Parce que ça va être une saison un peu compliquée. Il connaît les schémas de jeu, il est présent, il connaît le club. Donc je pense que l'ASM l'aurait bien gardé une saison de plus. Après, au-delà, si Grenoble propose plus, mieux, des contrats plus longs, les joueurs ils font leur carrière aussi. Hein. C'est logique. Il devrait avoir du temps de jeu à Grenoble plus qu'à Clermont en tout cas. On verra en tout cas ce que ça donne du côté de Grenoble. Toujours au rayon mouvement, une information publiée par nos confrères de Midi Olympique ce dimanche soir concernant Jules Plisson, l'ouvreur du Stade Français qui devrait, selon leurs informations, rejoindre Clermont dès l'an prochain, alors qu'il est pourtant sous contrat jusqu'en 2021 avec le club francilien. Il a re-signé l'année dernière pour 3 ans. C'est ça. Ce serait une bonne ou une mauvaise pioche Déjà, il faut attendre un petit peu, à mon avis, pour vérifier cette information, parce que c'est vrai que le fait qu'il ait re-signé 3 ans, ça paraît un peu curieux. L'ASM n'est vraiment pas adepte de racheter des contrats. Alors, est-ce qu'il y a eu vraiment un arrangement et que lui est libéré sans contrepartie? Après tout, pourquoi pas, si le Stade Français n'est pas gêné aux entournures au niveau financier, donc peut-être pas besoin d'un gros chèque pour libérer Plisson. En tout cas, lui, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de se relancer, comme d'autres joueurs l'ont fait. On se souvient de Loïc Jacquet ici, qui peut tourner dans le bocal, quoi, et qui a pu s'exprimer pleinement quand il est parti à Castres. Voilà, peut-être que de changer d'environnement. Il a toujours été au Stade Français. Voilà, et puis Cornaquet ici, peut-être qu'il peut effectivement franchir le palier que tout le monde attend et que pour l'instant on n'a pas vu, hein, c'est clair. Je ne sais pas si ça sera une bonne pioche pour Clermont, mais ce qui est sûr, c'est qu'il c'est un garçon qui a vraiment, comme dit Valérie, besoin de sortir de sa zone de confort à Paris, et s'il veut vraiment relancer sa carrière, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était quand même il est international, mais il était titulaire de tout le tournoi en 2017, donc c'est quand même pas très très vieux, et que depuis il est en difficulté quand même. Tombé un peu aux oubliettes. Je pense que de sa part c'est à la fois courageux et surtout nécessaire. Et puis à l'arrivée de Nicolas Sanchez qui est chez lui, pour lui pas une bonne nouvelle. Quoi. Oui. Ouais. Alors son arrivée pourrait avoir un autre effet, c'est le départ de Pato Fernandez derrière. C'est ça. Ouais. Il est en fin de contrat, je crois, Pato Fernandez, oui, il me semble. Lui, c'est pareil. Il est resté une année, non ? Jusqu'en 2020, pardon. 2020, il est resté une année. Ouais. Bah ouais, mais bon, là, c'est pareil. On a du mal à franchir le palier. Donc, mais bon, il faut. On verra ça, oui, parce que comme l'indiquaient nos confrères, l'accord n'est pas encore signé. Voilà. On est au stade des discussions. Pour l'instant, 3e info, suite au décès du joueur espoir du Stade Français, Nicolas Chauvin. Vous savez qu'une réunion s'est tenue à Paris en fin de semaine dernière entre des représentants de la Fédération française de rugby,
de la Ligue nationale et de World Rugby. Alors, plusieurs propositions ont été faites pour la santé des joueurs sur les terrains, notamment autour des phases de plaquage. Alors, la fédération et la Ligue ont proposé plusieurs choses, notamment abaisser la ligne autorisée de plaquage des épaules à la ceinture, interdire le plaquage à 2 joueurs et pénaliser beaucoup plus le plaquage tête contre tête. Donc ça fait partie de ces mesures. Et une autre également réforme devrait être engagée, c'est celle du championnat espoir. Vous savez que dans le championnat espoir, il y a des joueurs à partir de 18 ans jusqu'à des joueurs de 23 ans. Et justement, voilà, on devrait se diriger vers une réforme. Selon vous, c'est bien de... Ça fait partie les règles de plaquage, ça me paraît cohérent si c'est suivi vraiment par World Rugby et appliqué. Même si ça va entraîner quand même une modification de comportement des joueurs. Ça va pas être facile ça va pas être facile du jour au lendemain comme ça. Ouais. Les débuts vont être peut-être un peu compliqués, mais ça me paraît cohérent. Oui. Après, est-ce que c'est les bonnes décisions, on verra, mais il est certain qu'il fallait faire quelque chose. Donc bon voilà. Il fallait frapper fort. Ouais. Voilà, il faudra juger. On verra ce qui va se passer sur les terrains, mais effectivement, il fallait réagir. Ces règles devraient être testées au niveau amateur avant peut-être d'être développées au niveau professionnel. Vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. C'est maintenant l'heure du débat avec cette question. Ce match nul concédé par l'ASM face à Toulouse ce dimanche soir 20 partout peut-il marquer un coup d'arrêt dans la saison des Clermontois ? Moi, non, je pense que non. Mais ça sera un coup d'arrêt si l'ASM enchaîné par une défaite à Perpignan. Là, d'accord. Là, on pourra parler d'un vrai coup d'arrêt. Non, c'est pas un coup d'arrêt parce que Clermont a fait un gros match hier. Bon, la deuxième mi-temps était beaucoup plus approximative. Ils ont beaucoup subi. Mais on a surtout vu une équipe de Toulouse qui a haussé le ton, qui a haussé le curseur. Et je pense que ça aurait été un coup d'arrêt si Clermont avait lâché, notamment défensivement, et aurait pris l'eau. Ce qui a failli se passer entre la 42 et 55, je crois. Ouais, 14 minutes, oui. Ils sont dans 14 minutes. Dans leur but, devant leur but. Devant leur but, ça a été l'enfer. Là. S'ils ne mettent pas les barbelés à ce moment-là, je pense que là, ils pouvaient lâcher. Mais ils n'ont pas craqué mentalement. Et même si le match nul est presque... c'est une bonne nouvelle. C'est presque un bon résultat vu la physionomie de la seconde mi-temps. Après, ça dépend par quel prisme on le regarde, si c'est la première ou la deuxième. On rappelle on va recontextualiser tout ça. La SM qui réalise une très bonne première mi-temps, qui mène 17-3 à la pause après 2 essais de Nakalevou et Betham. Et en deuxième mi-temps, Toulouse qui revient dans le match. D'abord 20-10 après un essai de Lebel, puis à 20-17 suite à un autre essai inscrit par Ntamak. Et il y a eu cette action de la 75e minute, cette interception d'Ntamak qui retrouve Bonneval, qui mange un surnombre sur l'extérieur et qui se fait contrer par un retour salvateur de Betham. Je ne sais pas s'il le mange, mais en tout cas, c'est Betham qui a le geste décisif. Et Penaud qui revient aussi à toute vitesse. Mais il est à droite. Il est à droite. Mais Penaud rattrape Ntamak. Après, Ntamak passe à Bonneval. Mais bon, il y avait encore le retour fait que... a peut-être fait des joueurs de Ntamak aussi. On a vu le temps se suspendre dans le stade pendant 3, 4, 5 secondes. Là. Tout le monde pensait que ça allait aller à Dame. C'était plié sur cette action. Mais justement, c'est quand même la première fois de la saison qu'on voit l'ASM bousculer comme ça sur sa pelouse. Jusqu'à présent, c'était sans faute, 25 points sur 25 possibles, 5 victoires bonifiées. Et là, hier, voilà. Le seul truc, à mon avis, c'est que ils n'ont pas négligé ce match, les Clermontois. Ils l'ont abordé de manière sérieuse, mais il y a peut-être eu une petite décontraction, ne serait-ce qu'au égard à la composition d'équipe de Toulouse. Et là, par contre, Toulouse est arrivé peut-être un peu caché, mais là, on a vu un visage quand même plus que séduisant. Plus le score à la mi-temps, qui aurait dû être beaucoup plus important, parce qu'il y a 2 ou 3 occasions où l'ASM brèche, et ça doit aller au bout. Il y a des ballons tombés. S'il y a 10 ou 15 points de plus à la mi-temps, il n'y a plus... c'est fini. Voilà, le match est terminé. Mais c'était un peu il y a eu des occasions ratées en or en première mi-temps, ça c'est clair. Ouais, c'est pas un coup d'arrêt. Non, surtout pas. Clairement, un avertissement sans frais, comme on l'a titré dans nos colonnes, mais c'est pas un coup d'arrêt parce que Clermont effectivement a proposé de belles choses en première mi-temps. Le score aurait dû être plus important pour Clermont. Il y a beaucoup de ballons tombés par maladresse. En touche, elle a été très bien en première mi-temps. Bon, après il y avait une grosse équipe de Toulouse en face, comme disait Christophe. Et Azema le disait très bien, c'est une bonne leçon pour le futur. Mais c'est pas un coup d'arrêt. C'est une bonne piqûre de rappel, il n'y a pas de souci. Par contre, il ne faut pas perdre à Perpignan. Non pas que ce soit déshonorant de perdre à Perpignan, mais personne n'y a perdu. Est-ce que le calendrier n'est pas favorable pour l'ASM? On va pas être méchant avec les Perpignanais, mais qui vivent une saison très très compliquée. Aucune victoire pour l'instant. Oui, aucune, mais bon.
voilà, ça arrivera peut-être un jour. Si Clermont perd à Perpignan, Ah oui, là, on pourra ouais. commencer à déjà 2 défaites d'affilée, ce qui n'est pas encore arrivé cette saison. Ça sera un petit coup d'arrêt, là, ouais, ça c'est clair. Est-ce que l'ASM a du mal pendant ces matchs de fin d'année? On se souvient que l'an passé, la saison avait définitivement basculé pour Clermont du mauvais côté avec cette défaite à Pau. Il y avait eu ce revers derrière face à Castres. C'est vrai Les que contextes sont différents quand même. C'est vrai que c'est un tournant dans la saison, mais j'aurais tendance à dire que le verre était déjà un petit peu dans le fruit. Là. Ouais. Le fruit était pourri même. Et il y a 3 ans, on se compliqué. souvient aussi qu'il y avait une défaite pendant les fêtes, c'était ici même face au Racing. Et derrière, il y avait un mois de janvier compliqué avec ces 2 revers en Coupe d'Europe aux Ospreys et face à l'UBB avec cette élimination. Il y a eu ce revers ensuite face à Montpellier. L'an passé, on sait que cette mauvaise série pendant les fêtes avait débouché sur un mois de janvier compliqué aussi avec ce revers face à Montpellier. Est-ce que ça peut avoir une incidence derrière? Il mange 3 à Noël ou quoi? Les contextes sont différents quand même. Ouais, non, rien à voir. Non, Ouais. ça a rien Je à pose voir. la question. Là, quand même, Clermont fait un match nul contre une superbe équipe de Toulouse. Il y a rien. Remanié. Romagné, il y avait quand même 11 qui avaient joué contre le Leinster et battu le Leinster, champion d'Europe, donc il n'a pas craché là-dessus. Non, hier soir, c'est un épisode dans une saison, mais il n'y a absolument ni rien de catastrophique, ni rien de grave. Hein. Et puis Donc, peut-être Rappelons-nous l'automne 2016, je ne sais plus exactement quel mois, où Clermont perd ici contre Toulon et on prend une branlée monumentale, Oui. 39 à 6 ou je ne sais pas quoi. 5 et 6 à 0. 2016, hein, Oui. et on sait ce qui s'est passé en fin de saison. Effectivement. Ils ont été champions. Est-ce que les matchs plutôt faciles en Challenge Cup aussi, on n'aurait pas un peu endormi les Clermontois? Peut-être un manque de rythme. Oui, peut-être on peut. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis je repense à ce phénomène un peu de déconcentration. Certes, c'est Toulouse, mais qui annonce une équipe en effet remaniée. C'est à la maison. On a mis 5 points à chaque fois. Un petit léger relâchement. Et là, ils ont vu quand même que Toulouse était d'un calibre là tout de suite. Moi, ils m'ont impressionné, c'est tout. Ouais. Et y compris devant, hein, parce qu'on dit ça joue, ça. Notamment en mêlée fermée, mais par contre, c'est une première mi-temps, enfin un début de match très compliqué. Ça, c'est clair, très compliqué. Ouais. Parfait, c'est la fin du coup de ce débat. On va enchaîner dans cette émission avec dans quelques minutes bien sûr le traditionnel quiz. Mais avant cela, on va passer au top et au flop dans ce podcast ici Montferrand. On va commencer avec toi Valérie. Allez, on va commencer par les tops. Le top, il est tout chaud. Hein. C'est le retour du Stade Toulousain au premier plan. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait quand même 3-4 ans que cette équipe avait des difficultés. Ce matin, j'ai croisé un supporter de l'ASM qui m'a dit franchement, ça fait plaisir de voir Toulouse revenir à ce niveau-là. Il a même rajouté je préfère que ce soit Toulouse avec sa formation que Toulon avec ses joueurs achetés à coup de chèque, même s'il y a quelques jeunes. Il fallait qu'on parle de Toulon dans cette émission. Forcément. Et, non, mais c'est vrai que c'est un club. C'est le plus grand club du rugby français. Et les voir revenir à ce niveau-là, puis avec beaucoup de joueurs issus du cru ou de la formation toulousaine, je trouve que c'est bien. Voilà, on retrouve une équipe agréable à voir jouer, qui a un énorme potentiel. Donc il est clair que dès la fin de saison et pour les saisons à venir, il va falloir recompter désormais avec Toulouse. Avec des intentions, on se souvient en fin de match, 78e minute, pénalité sur les 40 mètres. Alors certes un petit peu en coin, il y a eu un désaccord sur le banc toulousain. D'ailleurs William Servat qui demandait tout de suite les 3 points, Hugo Mola qui demandait la touche, ils n'étaient pas d'accord. Enfin c'est couillu quand même ce qu'ils ont tenté. Hein. Entre 1 point du bonus défensif et 2 points du match nul, tu es à la 78e. Tu tentes le coup. Le coup. Et puis elle était quand même à 35-38 mètres à droite. Ouais, à droite. Ça me paraissait assez logique, moi. Oui, ça m'a vraiment pas choqué. Tout le monde l'aurait pas fait quand même, hein, à Clermont. Non. Donc ça dénote quand même un état d'esprit. Et, après, ça appartenait un peu aux joueurs, mentale, c'est ce que disait Servat. Ouais. Et Servat qui était quand même content parce qu'il disait ça m'est pas arrivé. C'était la première fois, je pense qu'il prenait un match nul. Il n'avait jamais gagné ici. On se souvient que la dernière victoire toulousaine au Michelin remonte à 2002. Ouais. C'était Bru qui était au talonnage, c'était pas lui. Arnaud, ton top, pardon. Mon top, ça concerne aussi Toulouse et le petit Tolofua qui, sa blessure à l'heure de jeu, on craignait une fracture du tibia et visiblement, bonne nouvelle ce matin, ça serait qu'une grosse plaie ouverte. Il a été suturé d'une quinzaine de points, donc bon, pas trop grave a priori. Et tant mieux pour ce jeune joueur, cet espoir qui a fait une très bonne rentrée hier, qui sortait qui revenait d'un mois de blessure juste contre Clermont. Et ça aurait été un gros coup dur si le tibia aurait été fracturé. Visiblement, non, c'est pas ça. Donc, tant mieux pour lui. Couper l'élan des Toulousains, c'est ce qu'on pensait un petit peu aussi pendant le match. Et puis, non, pas du tout. Non, ils ont continué. Christophe. Mon top n'a rien à voir avec ce match. C'est un club du top 14, c'est La Rochelle, qui enchaîne des victoires et qui s'affirme de plus en plus comme un prétendant au top 6 très très sérieux, derrière le duo Clermont-Toulouse.
Savoir que c'est une équipe qui a plus perdu en top 14 depuis le mois de septembre, fin septembre. Et depuis cette victoire contre Clermont, qui est la dernière défaite de Clermont en top 14, le 6 octobre, ils ont enchaîné 6 victoires, dont 3 à l'extérieur, à Toulon, Stade Français et à Pau. C'est le signe d'une équipe qui est en pleine confiance, j'aurais tendance à dire qu'il marche même un peu sur l'eau. Alors qu'on avait un peu la crainte, enfin moi j'avais un peu la crainte de l'arrivée de Jono Gibbs en courte saison, là, en plein mois de novembre. Les déclarations un peu floues, certaines de notre ami Garbajosa. Presque belliqueuses même. On se demandait comment la mayonnaise allait tourner. En fait, ça a l'air de prendre et il n'y a pas eu de chute de régime. Et au contraire, ça continue à surfer un peu sur le haut de la vague. Donc, bienvenue au La Rocher. Rochelle, c'est normal. Voilà. Et La Rochelle, prochain adversaire de l'ASM au Michelin. Tout à fait. Donc, bienvenue au Rocher dans ça va être intéressant, la composition de ce top 6 en fin de saison. On n'est pas peut-être à l'abri d'énormes surprises. On se disait que Montpellier, Lyon, Castres et une quatrième et Toulon. Ces 4-là pouvaient éventuellement passer par la fenêtre. D'habitude, on avait un gros qui passait par la fenêtre, et là, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait 4, ce qui serait quand même notamment les deux derniers première. finalistes, dont champion, bien sûr. Non, c'est là qu'on voit que le championnat quand même devient très très compliqué d'une saison sur l'autre. Et surtout si Bordeaux continue à. Il n'y a rien d'acquis pour personne. Un petit peu son retour. Vous parliez de Castres, ce qui confirme aussi que pour le champion en titre, l'ASM en a fait les frais l'an passé. C'est de plus en plus compliqué. 3e défaite à domicile pour le CO. Qui avait bien commencé pourtant la saison. Ouais, là qui a un petit coup de moins bien. On va passer au flop avec toi, Valérie. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais égratigner mon ami Verne. Non, Cotter, oui, qui, après la défaite de Montpellier à Grenoble, s'est un peu agacé des commentaires de la presse sur le jeu restrictif, entre guillemets, de son équipe. Force est de constater que c'est un peu restrictif et c'est pas génial, quoi, hein. Donc c'est un peu compliqué. Je pense que pour lui, j'avais vu, c'était Canal+ qui posait la question d'une crise larvée ou pas à Montpellier. Je pense que c'est un peu tôt. Par contre, si ça se relève pas en championnat et surtout si élimination il y a en Coupe d'Europe au mois de janvier, je pense que là ça pourrait tanguer sérieusement, y compris pour lui. Il peut y avoir un jeu restrictif, mais qui est performant et qui est gagnant. Le problème, c'est qu'il ne l'est plus du tout. Là. Voilà. Alors que l'année dernière, ils emportaient tout sur des ballons portés. C'était pas génial, mais au moins ça gagnait. Alors que là, ça gagne plus. Exactement. Et c'est la dégringolade au classement pour eux. 9e Montpellier avec 27 points. Arnaud, ton flop. Alors mon flop, je vais égratigner moi un ancien confrère, un nouveau je sais même pas, mais l'ami Pierre Serviac qui part un peu à la dérive sur les réseaux sociaux, quelquefois là notamment à propos de la disparition, du décès tragique du jeune joueur du Stade Français Nicolas Chauvin. Alors je vais vous citer son tweet, : ouvrez les guillemets, je regarde en boucle la collision qui a coûté la vie au rugbyman Nicolas Chauvin. Il a abondance de soutien de chaque côté. Pourquoi choisit-il l'affrontement ? Qui peut m'aider à comprendre ? Alors, je pense qu'effectivement, on peut essayer de trouver des solutions pour éviter ce genre de drame. Mais là, vaut mieux qu'il se taise. Quand même, oui, vaut mieux qu'il se taise parce que ça manque clairement de dignité et de compassion envers la famille de ce jeune joueur. D'ailleurs, ses followers n'ont pas manqué de lui tomber dessus sur Twitter. Totalement justifié. C'est souvent qu'ils cherchent, qu'ils tendent le bâton pour se faire battre. Il doit aimer ça. Je pense. Peut-être des petits côtés sadomasochistes chez lui. C'est ça. Et déjà, je trouve que c'est quand même très dommage. Je regrette que la vidéo puisse être visible par rapport à la famille. Et voilà. Il y a des choses à respecter quand même. Restons dignes. Me semble-t-il. Enfin, si les réseaux sociaux étaient dignes, ça se saurait. Oui, mais oui. Bon. Christophe. Mon flop, moi, ça va être pour le public du Michelin, là aussi une fois n'est pas coutume, sur une action. L'ambiance a été excellente hier soir, c'était l'ambiance des grands soirs. Mais alors cette eau-là, au moment où on évacuait un joueur dont on ne savait pas quelle était la gravité de sa blessure, et on a pu craindre un moment une fracture, j'ai trouvé un peu inapproprié, comme le fait de siffler alors que l'arbitre mettait fin à l'action. Alors c'est vrai que M. Garcès n'avait pas fait la même chose quand Fritzi s'est retrouvé commotionné sur le bord du terrain. Mais là, j'ai pas bien apprécié cette eau-là. D'abord, ce public n'est pas très friand de eau-là d'habitude, c'est bizarre. Mais là, il y a eu une eau-là, alors que le match en plus était loin d'être gagné. On était plutôt, Clermont était plutôt dans le dur à ce moment-là, l'ASM.
Il y avait un 10, me semble-t-il. Oui, mais bon, on sentait quand même que Toulouse était capable de planter une banderille. Mais oui, j'ai pas trop apprécié cette manifestation au moment où on évacue un joueur qui aurait pu être gravement blessé. Et oui, l'éducation toujours. Ouais, Hugo Mola qui a répondu à certains qui sifflaient. Il y en a eu il y a eu des les sifflets qui étaient inappropriés. Parce que je crois qu'on a compris très vite que c'était grave. Je crois que le joueur a hurlé. Ah bah on l'a tous entendu, oui. Donc voilà, il aurait pu avoir là aussi un petit peu plus de retenue et de dignité vis-à-vis de la blessure. Vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. On approche de la fin de cette émission, mais avant de se quitter, on va jouer avec le traditionnel quiz. Alors messieurs, vous savez, on est en fin d'année, c'est l'heure des bilans, donc on va faire un quiz sur l'année 2018 de l'ASM. Alors vous devez trouver soit des joueurs ou également des scores de match ou bien des rencontres. On va commencer avec, donc hier soir, l'ASM recevait Toulouse. L'ASM avait déjà reçu Toulouse donc en fin de saison dernière. C'était le 5 mai dernier, match qui marquait la fin de la carrière d'Aurélien Rougerie. Messieurs, l'ASM s'était imposé 36-26 en inscrivant 3 essais. Qui a marqué ces essais côté Clermontois? Il y en a eu un de Fofana, je crois. Oui. Grosso? Non. Grosso marque pas un essai? Non. Ah non, c'est contre Toulon, oui. Voilà. Penaud alors? Non. Ce sont des avants, les deux autres. Fritzi? Non. Ituria, non. Timani? Non. Tous les passés, on va y arriver, mais bon, c'est vrai qu'il y a... Cancorier? Cancorier, oui. Ouais. Ça fait 2. Ça fait 2. C'est peut-être en première ligne, non? Non. Non, pas. Deuxième ligne? Deuxième ligne? Gédrasiak? Non. Vahamaina? Non. Van der Merwe alors? Van der Merwe. Un point pour Christophe Buron. Tiré par les cheveux là. On a tous sorti le râteau là. On a tous passé à la moulinette. On va trouver également un joueur. Alors ce joueur a joué 5 matchs cette année 2018. Il avait notamment fait ses grands débuts dans le groupe professionnel. Il a joué 3 matchs de championnat et a affronté 2 fois la même équipe. Ezeala? Non. Il a marqué, alors cette formation lui réussit plutôt bien parce qu'il a marqué un essai à chaque fois qu'il a affronté cette équipe. Cassan? Non, il joue deuxième ligne. Oui, Van Tonder. Un partout. C'est juste. Je demande le VAR. Et d'ailleurs, c'est contre Bordeaux. Contre Bordeaux, tout à fait. C'est ça. On va devoir trouver un score maintenant. C'était le 1er avril dernier. L'ASM était éliminé en quart de finale de Champions Cup par le Racing 92 au Michelin. Quel était le score du match? 26-14, non? Un truc comme ça, non? 21... 28. 15, 28 pour le Racing. Oui. 28-12. Non. 28-18. Non. Ah, vous êtes proche. 28-19. Non. 28-15. 28-17. 28-17. Un partout alors. Et du suspense dans ce quiz. J'avais trouvé le 28 quand même. Ouais. Un nouveau joueur a trouvé. Passe décisive. Un joueur qui évolue au poste de 3 quarts centre. Il a disputé 2 matchs en 2018 avec l'ASM. Un 3 quarts centre. Oui. Pour une titularisation. Pour son premier match avec Clermont, il a marqué un essai. C'était au Michelin. Un essai qui s'avérera au final insuffisant puisque l'ASM s'était incliné ce jour-là 30-29. Il a disputé un autre match avec l'ASM, c'était face au Loup. Et aujourd'hui, il évolue toujours en top 14 dans un club francilien. Ingano? Ingano. Qui est parti au Stade Français. C'est ça. Victoire de Christophe Buron. Il évolue au Stade Français, mais alors... il a signé au Stade Français. Oui, il fait partie de l'effectif. Je l'ai vu l'autre jour, il a fait un match. Il a joué? Oui, je l'avais vu. Ouais. Je crois que j'ai pas encore vu. C'est contre Montpellier, il avait mis un essai à saute-lapin. C'est ça. Il avait sauté par-dessus le môle au sol. C'était assez drôle. Voilà, nouvelle victoire. Christophe Buron qui termine par une victoire. Il n'aura pas marqué l'histoire du club, ce garçon. Non, effectivement. Christophe Buron qui aura été accroché aujourd'hui quand même. Accroché comme la SN dernière. C'est un coup d'arrêt pour Christophe Buron. On verra ça début 2019. Comment il digère les fêtes de fin d'année. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. Bonne fête à tous. De cette émission. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et bon courage à Valérie pour le prochain podcast, puisqu'il sera tout seul en retour de Perpignan. Non, mais on n'en fera pas justement la semaine prochaine. On se retrouvera dans 15 jours. Maintenant, ce sera après le match face à La Rochelle. On a évoqué tout à l'heure. Tout seul, on aurait ennuyé les gens en fait. Ouais, on aurait fait tous les deux, ça aurait pas été. On aurait pu parler du repas du 31. Du 31, comme voilà. ça.
Merci des à idées tous menues. de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez laisser vos remarques sur nos réseaux sociaux, la page Facebook d'Ici Montferrand ainsi que le compte Twitter. Ce podcast est bien sûr à retrouver sur la plateforme Castbox. Merci à tous, bonne journée, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Valérie. Oui, les gens pourront quand même nous retrouver avant Perpignan, aussi bien dans le journal que sur les différents sites. Voilà. Bien sûr, faut leur dire quand même. À Perpignan. Il existe encore un journal. Voilà, entre le dernier match de cette année. Entre la Dinde et les Marrons. 2018. Et bon déplacement à Aimé Giral. Merci. Voilà, merci à tous, passez de bonnes fêtes et on se retrouve l'année prochaine.